Et si je te disais que derrière chaque cathédrale gothique pourrait se cacher une confrérie secrète, gardienne de connaissances oubliées pendant des siècles? Durant le Moyen-Âge, un groupe d'hommes a transformé la pierre en symbole, la géométrie en message et les loges en légende. Dans cette vidéo, tu vas pénétrer dans le monde des maçons médiévaux, les véritables architectes du mystère. Étaient-ils de simples constructeurs ou les premiers gardiens d'un savoir occulte? Reste jusqu'à la fin, car ce que nous révélerons pourrait changer ta vision sur les origines de la franc-maçonnerie et sur les cathédrales même que tu croyais connaître. L'année est 1150. L'Europe s'éveille lentement de ce qu'on appelle les siècles obscurs. Les villes grandissent, le commerce refleurit et une nouvelle classe sociale émerge entre les serfs et les nobles, les artisans urbains. Parmi eux, se distinguent par leur importance et leur mystère les constructeurs de cathédrales, ceux qui transformeraient le paysage européen pour toujours avec leurs œuvres monumentales qui nous émerveillent encore aujourd'hui. Pour comprendre ces constructeurs, nous devons d'abord comprendre le monde qu'ils habitaient. La société féodale divisait rigidement les personnes en trois groupes: ceux qui priaient, le clergé, ceux qui combattaient, la noblesse, et ceux qui travaillaient, le peuple. La majorité des gens vivaient et mouraient sans s'éloigner, de plus de quelques kilomètres de leur lieu de naissance. Ils étaient liés à la terre, à leur seigneur féodal et à un destin qui semblait immuable. Cependant, il existait un groupe particulier qui échappait à ces limitations: les constructeurs, itinérants. À une époque où la majorité était attachée à la terre, les maçons pouvaient voyager librement entre les fiefs, emportant avec eux non seulement leurs outils, mais aussi des idées et des connaissances, explique la docteure Maria Fernandez, historienne spécialisée dans le Moyen-Âge. Ce privilège extraordinaire était dû à la nature de leur travail. Les grandes œuvres architecturales nécessitaient une main-d'œuvre spécialisée qui ne se trouvait pas partout. Et les seigneurs féodaux et l'Église se disputaient pour attirer les meilleurs artisans pour leurs projets ambitieux. Pour protéger leurs connaissances et garantir la qualité de leur travail, ces artisans s'organisèrent en guildes, associations qui régulaient tous les aspects de leur métier. La guilde des constructeurs, connue dans différentes régions sous le nom de loge, établissait des normes strictes sur qui pouvait exercer le métier, comment devaient se former les apprentis et quels standards devaient être respectés. Cette organisation n'était pas simplement administrative, elle créait un fort sentiment de fraternité entre ses membres. La formation d'un constructeur n'était ni simple ni brève. Un apprenti commençait son chemin vers l'âge de 12 ans, vivant chez le maître, apprenant d'abord à préparer le mortier et à tailler les pierres de base. Après 7 ans, s'il démontrait des aptitudes, il pouvait devenir compagnon ou fellow, craft, ce qui lui permettait de voyager et de travailler sur différents projets. Ce n'est qu'après des années supplémentaires d'expérience et après avoir présenté un chef-d'œuvre qui démontrait ses compétences qu'il pouvait aspirer à devenir maître. Ce système d'apprentissage, de compagnonnage et de maîtrise poserait les bases de ce qui deviendrait plus tard les degrés maçonniques. La cathédrale de Saint-Denis, près de Paris, année 1144. L'abbé Suger contemple avec fierté le chevet, récemment achevé de son église. Ce qu'il observe n'est rien de moins que la naissance d'une nouvelle ère dans l'architecture, le style gothique. Avec ses arcs boutants qui remplacent les lourds arcs en plein cintre roman, ses énormes verrières qui inondent l'intérieur de lumière colorée et ses colonnes élancées qui semblent défier la gravité, Saint-Denis marque le début d'une révolution architecturale qui changerait pour toujours le paysage européen. Le gothique ne fut pas simplement un style architectural, ce fut une révolution technique et spirituelle, explique l'architecte Juan Martínez, expert en restauration de cathédrales. Pour ces constructeurs, la lumière était le symbole visible de Dieu. Leur objectif était de créer des espaces où la lumière divine pénétrait abondamment, transformant l'intérieur en une vision du ciel sur terre. Cette aspiration spirituelle
nécessitait des solutions techniques révolutionnaires que les constructeurs développèrent à travers des générations d'essais et d'erreurs, d'observations et de calculs. Les défis techniques étaient formidables. Construire plus haut signifiait affronter de plus grandes pressions et poussées latérales qui pouvaient faire s'effondrer toute la structure. La solution fut un système ingénieux de contrefort, les arcs-boutants, ces bras de pierre qui s'étendent depuis les murs extérieurs, transmettant les forces latérales au sol. Ce système permit d'amincir les murs et d'ouvrir d'énormes verrières, créant cette sensation de légèreté et de luminosité si caractéristique du gothique. En essence, commente Martinez, les constructeurs gothiques inventèrent un squelette de pierre qui soutenait tout le poids, libérant les murs de leurs fonctions structurelles. Le plus étonnant est que ces innovations furent réalisées sans les connaissances de physique et d'ingénierie que nous avons aujourd'hui. Les constructeurs ne disposaient pas d'équations différentielles, ni de logiciels de modélisation structurelle. Leur connaissance était empirique, basée sur l'expérience accumulée, des règles géométriques transmises de maître à apprenti et une compréhension intuitive profonde du comportement de la pierre. Ils utilisaient des cordes, des règles et des compas pour tracer des formes géométriques complexes et employaient des gabarits à l'échelle pour vérifier que chaque pierre s'ajustait parfaitement à l'ensemble. La construction d'une cathédrale gothique n'était pas une affaire d'années, mais de générations. La cathédrale de Cologne, par exemple, commença à être construite en 1248 et ne fut achevée qu'en 1880, plus de 600 ans plus tard. Cela signifiait que les constructeurs travaillaient sur des projets qu'ils savaient ne jamais voir terminés. Les maîtres transmettaient leurs connaissances à leurs successeurs à travers des plans, des modèles à l'échelle et, le plus important, à travers la formation directe d'apprentis qui continueraient leur héritage. Cette transmission de connaissances de génération en génération créa une continuité qui transcendait la vie individuelle, une chaîne ininterrompue de maîtrise artisanale. Dans un parchemin jauni conservé à la Bibliothèque nationale de France, nous trouvons l'un des témoignages les plus précieux sur les constructeurs médiévaux, le carnet de Villard de Honnecourt. Ce maître du XIIIe siècle nous a légué un fascinant recueil de dessins architecturaux, de dispositifs mécaniques, de figures géométriques et de notes techniques qui nous permettent de jeter un regard dans l'esprit d'un constructeur gothique. Ces pages révèlent non seulement un artisan habile, mais un intellectuel polyvalent, un homme qui maîtrisait également l'arithmétique, la géométrie, la mécanique et l'art. Villard ne fut pas le seul. Des figures comme William de Sens, qui reconstruisit le chœur de la cathédrale de Canterbury après un incendie en 1574, ou Pierre de Montreuil, le génie derrière la Sainte-Chapelle de Paris, émergent des documents historiques comme de véritables innovateurs. Ces hommes jouissaient d'un statut social inhabituel pour leur époque. Contrairement à la majorité des artisans, les maîtres constructeurs étaient respectés même par la noblesse, voyageaient extensivement et certains arrivèrent à accumuler des fortunes considérables. Être maître constructeur au XIIIe siècle était comparable à être un architecte et ingénieur d'élite de nos jours, affirme le docteur Luis Rodriguez, historien de l'architecture médiévale. Le travail quotidien de ces maîtres se déroulait dans la loge, un terme qui désignait à la fois l'atelier temporaire construit près de l'œuvre et l'organisation des travailleurs. La loge était un microcosme social où cohabitaient maîtres, compagnons et apprentis. Elle était à la fois école, atelier, bureau de conception et espace de convivialité. À l'aube, le maître assignait les tâches du jour, distribuant gabarits et dessins aux tailleurs de pierre, supervisant le travail des apprentis et résolvant les inévitables problèmes qui surgissaient pendant la construction. Une pratique fascinante de ces constructeurs était l'usage de marques personnelles. Chaque tailleur de pierre gravait sa marque distinctive sur les pierres qu'il travaillait, un système qui servait tant pour le contrôle de qualité que pour le paiement. Ces marques de tailleurs de pierre, qui peuvent encore être vues dans les cathédrales de toute l'Europe,
constituaient une sorte de signature personnelle. Certaines étaient simples, d'autres géométriquement complexes, reflétant peut-être le rang ou la spécialité de l'artisan. Les marques nous parlent d'une organisation étonnamment sophistiquée, explique l'archéologue Ana Gutiérrez. Elles nous permettent même de retracer le mouvement de certains tailleurs de pierre entre différentes constructions à travers l'Europe. La vie de ces constructeurs était marquée par le rythme des saisons. L'hiver, avec ses jours courts et son climat inclément, n'était pas propice à la construction. Pendant ces mois, les maîtres se consacraient à concevoir, à préparer les gabarits pour la saison suivante et à la formation théorique des apprentis. Avec l'arrivée du printemps, l'œuvre revenait à la vie dans une frénésie d'activité qui se prolongeait jusqu'à l'automne. Ce cycle annuel s'inscrivait dans le grand cycle générationnel de la construction cathédralique, où chaque maître apportait sa vision tout en respectant le travail de ses prédécesseurs, créant des œuvres qui transcendaient les vies individuelles pour devenir des expressions collectives de foi, de connaissance et de beauté. Le soleil pointe à peine à l'horizon quand la loge de constructeurs commence sa journée dans la naissante cathédrale de Chartres. Un maître tailleur de pierre se penche sur une table de traçage, dessinant avec une précision millimétrique un patron géométrique complexe qui servira de guide pour tailler une clé de voûte. Ces outils sont simples, compas, équerres, règles et cordes, mais entre ses mains, ils se transforment en instruments pour matérialiser ce que beaucoup considéreraient comme des miracles architecturaux. Quels étaient réellement les secrets si jalousement gardés par ces artisans médiévaux? Contrairement à ce que suggéreraient les légendes postérieures, les secrets des constructeurs médiévaux n'étaient pas des connaissances mystiques ou ésotériques, mais des solutions techniques développées à travers des générations d'expériences pratiques. Le terme « secret » dans le contexte médiéval avait une signification différente de l'actuelle, explique le docteur Antonio Morales, historien spécialisé dans les guildes médiévales. Il ne s'agissait pas tant de cacher de l'information pour des raisons mystiques, mais de protéger des connaissances professionnelles qui garantissaient la subsistance de la guilde, similaire à ce que nous appelons aujourd'hui secrets commerciaux. Parmi ces connaissances techniques se distinguait l'art de la taille de pierre ou stéréotomie. Tailler avec précision des blocs de pierre pour qu'ils s'ajustent parfaitement dans des arcs, voûtes et nervures nécessitait une maîtrise extraordinaire de la géométrie tridimensionnelle. Les tailleurs de pierre devaient visualiser mentalement comment une pierre brute se transformerait en une pièce exacte qui s'ajusterait parfaitement dans un ensemble plus grand. Pour cela, ils développèrent des systèmes de gabarits ou tracés qui leur permettaient de transférer des dessins complexes du parchemin à la pierre. Ces techniques, transmises de maître à apprenti, étaient fondamentales pour le succès structurel des édifices. Également cruciale était la connaissance sur la stabilité structurelle. Sans les équations mathématiques modernes, les constructeurs médiévaux développèrent des méthodes géométriques pour calculer l'équilibre des forces. Ils utilisaient des proportions harmoniques basées sur des figures géométriques simples pour déterminer l'épaisseur nécessaire des colonnes, contreforts et arcs-boutants. Le fameux architecte gothique Jean Mignot résuma cette philosophie dans la phrase « Ars sine scientia nihil est ». L'art sans science n'est rien, soulignant comment l'intuition artistique devait se compléter avec des principes rationnels. Scientia du constructeur médiéval combinait observation empirique avec des règles géométriques transmises oralement. Peut-être l'un des aspects les plus fascinants de ces secrets était la capacité à résoudre des problèmes architecturaux sans les ressources modernes. Quand les constructeurs de la cathédrale de Milan affrontèrent des difficultés structurelles en 1400, ils organisèrent une série de rencontres avec des maîtres de toute l'Europe pour partager des solutions, démontrant que la connaissance, bien que protégée, pouvait circuler entre initiés pour le bien commun. Cet épisode historique reflète la tension permanente dans la guilde, maintenir leurs connaissances dans un cercle contrôlé tout en permettant suffisamment d'échanges pour avancer dans leur art.
La transmission de ces secrets suivait un protocole rigoureux. L'apprenti commençait en réalisant des tâches basiques tout en observant le travail des maîtres. Graduellement, selon qu'il démontrait aptitude et loyauté, on lui révélait des techniques plus avancées. La tradition orale était fondamentale. Beaucoup de connaissances n'étaient jamais écrites, mais se démontraient pratiquement. Quand un apprenti atteignait un certain niveau, il participait à des cérémonies où il jurait solennellement de ne pas révéler les secrets du métier à des étrangers. Ces serments, avec leur langage rituel et symbolisme, poseraient les bases pour les rituels maçonniques postérieurs, transformant des pratiques laborales en traditions cérémonielles qui perdureraient des siècles après que les cathédrales gothiques cessent d'être construites. Entrons dans la cathédrale de Chartres et levons les yeux vers son labyrinthe circulaire inscrit dans le sol. Cette figure énigmatique n'est pas simplement décorative. Elle représente un chemin symbolique de pèlerinage spirituel, un voyage de l'âme depuis la périphérie vers le centre, depuis l'ignorance vers l'illumination. Pour les constructeurs médiévaux, chaque élément architectural pouvait se lire comme partie d'un langage symbolique qui communiquait des vérités transcendantes à travers la pierre. Le symbolisme dans les cathédrales opérait à plusieurs niveaux. À un niveau basique, il servait à transmettre des histoires bibliques et des enseignements religieux à une population majoritairement analphabète. Les vitraux, sculptures et reliefs fonctionnaient comme une Bible pour les pauvres. Mais il existait un niveau plus profond de symbolisme, compréhensible principalement pour les initiés dans l'art de la construction, où la structure même de l'édifice exprimait des concepts mathématiques, cosmologiques et philosophiques. La géométrie sacrée était le fondement de tout le design architectural médiéval, signale la docteure Elena Martinez, experte en art médiéval. Ce n'était pas simplement un outil pratique, mais une forme de connecter le divin avec le terrestre. Les constructeurs appliquaient des proportions harmoniques dérivées du carré, du cercle et du triangle, créant des relations numériques qu'ils considéraient comme des manifestations de l'harmonie universelle. La proportion dorée ou nombre d'or, approximativement 1.618, présente dans de nombreuses cathédrales, représentait pour eux une expression de la beauté divine manifestée dans la nature. Parmi tous les symboles qu'utilisaient les constructeurs, deux se distinguent par leur importance postérieure dans la tradition maçonnique, l'équerre et le compas. Outils quotidiens pour le tailleur de pierre, ces instruments acquirent graduellement des significations symboliques additionnelles. L'équerre représentait la rectitude morale, l'honnêteté et l'éthique terrestre. Le compas symbolisait la capacité de tracer des cercles parfaits, associés au céleste, à l'universel et au divin. Ensemble, ils exprimaient l'union des principes terrestres et célestes, du corps et de l'esprit, du matériel et du transcendant. Moins connu mais également significatif était la Vesica Piscis, la forme créée par l'intersection de deux cercles, où le centre de chacun se trouve sur la circonférence de l'autre. Cette figure géométrique s'utilisait comme base pour dessiner des arcs gothiques et fenêtres, et symbolisait l'union des royaumes divins et humains. Les constructeurs créaient littéralement des portes entre les mondes, explique l'historien de l'architecture Raphaël Gomez. Chaque arc-boutant n'était pas seulement une solution structurelle, mais un symbole d'élévation spirituelle, d'ascension du terrestre vers le céleste. Ce langage de symboles avait un caractère initiatique. Sa compréhension complète nécessitait formation et appartenance à la guilde. Les apprentis commençaient en maîtrisant les techniques basiques de construction, mais au fur et à mesure qu'ils avançaient dans leur formation, on les introduisait aussi aux interprétations symboliques de leur travail. Cette dimension intellectuelle et spirituelle du métier élevait le constructeur au-dessus du simple artisan, lui octroyant un rôle comme gardien et transmetteur de connaissances sacrées. Cet aspect de la guilde médiévale, la transmission d'une connaissance symbolique réservée aux initiés, serait l'un des éléments qui survivrait dans la postérieure franc-maçonnerie spéculative,
transformant des outils quotidiens en puissants symboles de développement moral et spirituel. Parmi les trésors de la Bibliothèque britannique à Londres, se conserve un extraordinaire manuscrit connu sous le nom de Poème Regius ou manuscrit Halliwell, daté approximativement de 1390. C'est le document le plus ancien connu directement lié à la Guilde des constructeurs. Écrit en vers, il contient non seulement des régulations pratiques sur le métier, mais aussi une histoire légendaire de la Guilde qui la lie avec des figures bibliques et antiques, en plus d'instructions morales pour ses membres. Ce document nous offre une fenêtre fascinante sur le monde intérieur des constructeurs médiévaux, où le travail pratique était indissolublement lié à des principes éthiques et traditions ancestrales. Le plus intéressant du poème Regius est comment il entrelace des aspects pratiques du métier avec des enseignements moraux, commente la docteure Carmen Rodriguez, paléographe spécialisée dans les documents médiévaux. Par exemple, il établit qu'un maître ne doit pas travailler de nuit, mais pas seulement pour des raisons pratiques de visibilité, mais parce qu'il associe la lumière à l'honnêteté et l'obscurité à la tromperie. Chaque norme pratique a sa dimension éthique correspondante. Cette fusion du pratique et du moral serait une caractéristique distinctive qui perdurerait dans la tradition maçonnique jusqu'à nos jours. Le manuscrit révèle quelque chose de surprenant. Déjà au XIVe siècle, les constructeurs avaient développé une mythologie propre qui traçait leurs origines jusqu'à l'ancienne Égypte et les figures bibliques. Selon le poème Regius, la géométrie, considérée comme le fondement de l'art de la construction, fut découverte en Égypte et transmise à travers des générations de sages jusqu'à arriver aux constructeurs médiévaux. Cette narration mythique remplissait deux fonctions, explique l'historien Fernando Sanchez. D'un côté, elle octroyait prestige à la guilde en la liant avec des traditions antiques et vénérables. De l'autre, elle créait un sens d'identité et de but partagé entre ses membres. Un autre document crucial est le manuscrit Cook, du début du XVe siècle, qui élabore encore plus l'histoire légendaire de la guilde et établit avec plus de détails les obligations de ses membres. Ce qui résulte fascinant dans ces premiers textes est l'évidence d'un processus de spiritualisation graduelle du métier. Il ne s'agit plus simplement de règles techniques pour construire des édifices, mais de principes pour construire de meilleures personnes. Le bon maçon doit être honnête, loyal, juste dans ses affaires et respectueux avec ses compagnons. Il doit assister les membres malades de la guilde et aider les apprentis à développer leurs habiletés. Les statuts de Shaw, promulgués en Écosse en 1598-99, représentent un autre jalon documentaire. William Shaw, maître des œuvres du roi Jacques VI d'Écosse, établit des régulations détaillées pour les maçons écossais, incluant la nécessité que chaque loge maintienne des registres écrits de ses activités et accords. Ces statuts témoignent d'une organisation de plus en plus formalisée, avec des hiérarchies claires et des procédures spécifiques pour les réunions, l'admission de nouveaux membres et la résolution de disputes. Les statuts de Shaw marquent un point d'inflexion, signale le docteur Roberto Fernandez, spécialiste en histoire maçonnique. Ils représentent la transition vers une structure plus réglementée et bureaucratique, posant les bases pour la postérieure organisation de la franc-maçonnerie spéculative. Ce que ces documents révèlent, dans l'ensemble, est l'existence d'une tradition riche et multifacette qui allait bien au-delà du simple travail manuel. Les constructeurs médiévaux n'érigeaient pas seulement des édifices, ils construisaient une identité collective, préservaient et transmettaient des connaissances techniques et cultivaient des vertus morales parmi leurs membres. L'évidence documentaire nous montre une guilde qui, déjà des siècles avant la fondation officielle de la première Grande Loge, en 1717, avait développé beaucoup des éléments qui caractériseraient la franc-maçonnerie moderne. Une mythologie impropre, un système d'enseignement graduel, un code éthique et des rituels spécifiques pour marquer les transitions dans la vie de l'initié. Les documents médiévaux
nous permettent de tracer une ligne de continuité qui connecte les tailleurs de pierre, qui sculptaient des pierres pour les cathédrales gothiques avec les francs-maçons spéculatifs, qui, des siècles plus tard, sculpteraient des concepts philosophiques et éthiques dans les esprits de leurs initiés. À mesure que le XVIe siècle avançait vers le XVIIe, un changement profond commençait à se manifester dans le monde des constructeurs. Les grandes cathédrales gothiques étaient déjà majoritairement achevées et la Renaissance apportait avec elle de nouveaux styles architecturaux qui nécessitaient différentes habiletés. Pour les anciennes loges de constructeurs, cela aurait pu signifier une lente extinction. Cependant, quelque chose d'extraordinaire se produisit, une transformation graduelle qui convertirait une guilde d'artisans en une fraternité philosophique qui perdure jusqu'à nos jours. En Écosse et en Angleterre, particulièrement, nous commençons à voir l'évidence de loges qui acceptaient comme membres des personnes qui n'étaient pas des constructeurs professionnels. Ces maçons acceptés ou spéculatifs étaient des hommes éduqués, souvent des nobles, intellectuels ou commerçants prospères, attirés par le symbolisme, les traditions et les valeurs morales de la guilde. La première évidence claire de cette pratique apparaît dans les registres de la loge d'Édimbourg, où en 1634, on mentionne l'admission de Sir Robert Moray, un soldat, homme d'État et scientifique, signale le docteur Carlos Martinez, historien de la franc-maçonnerie. Moray n'avait aucune connexion avec la construction, ce qui indique que la loge valorisait déjà des qualités au-delà de l'habileté artisanale. Qu'est-ce qui attirait ces hommes éduqués à rejoindre une guilde de constructeurs? Le contexte historique fournit quelques clés. L'Europe traversait une période d'intenses conflits religieux et politiques après la réforme protestante. Les guerres de religion avaient fragmenté l'unité culturelle du continent et beaucoup d'intellectuels aspiraient à des espaces où ils pourraient discuter d'idées au-delà des divisions sectaires. Les loges maçonniques, avec leur emphase sur la fraternité universelle et leur riche tradition symbolique, offraient précisément ce type d'environnement. De plus, le symbolisme architectural des constructeurs, avec son langage de design harmonieux, proportions parfaites et structures élevées, résonnait avec les idées néo-platoniques et hermétiques qui fascinaient beaucoup d'intellectuels renaissants. Cette transition atteignit son point culminant formel le 24 juin 1717, quand 4 loges londoniennes se réunirent dans la taverne Loi et le Grill pour former la première grande loge, établissant officiellement la franc-maçonnerie spéculative moderne. Cependant, ce serait une erreur de voir cet événement comme une rupture abrupte avec le passé. La formation de la Grande Loge de Londres fut plus une formalisation de processus qui portaient déjà des décennies ou même des siècles en développement, explique l'historienne Laura Garcia. Les rituels, symboles et structures de la nouvelle organisation avaient de profondes racines dans les pratiques des constructeurs médiévaux, bien que réinterprétés pour servir des buts plus philosophiques que pratiques. Dans ce processus de transformation, les outils physiques des constructeurs acquirent des significations morales explicites. Le niveau, qui indiquait l'horizontalité dans la construction, passa à symboliser l'égalité entre les frères maçons. Le fil à plomb, qui marquait la verticalité parfaite, représentait la rectitude morale. L'équerre et le compas, peut-être les symboles maçonniques les plus reconnaissables, symbolisaient la nécessité de circonscrire les désirs dans de justes limites et la portée universelle de la fraternité maçonnique. Les cathédrales de pierre cédèrent la place à un labeur plus abstrait, la construction du temple intérieur de chaque initié et du temple de l'humanité dans son ensemble. Cette évolution de l'opératif au spéculatif est peut-être le chapitre le plus fascinant de l'histoire de la franc-maçonnerie. Il représente un cas unique dans l'histoire où une guilde professionnelle transcenda ses origines pratiques pour se convertir en une institution dédiée au développement moral, intellectuel et spirituel.
Les constructeurs de cathédrales gothiques n'auraient jamais pu imaginer que leur loge, originalement créée pour réguler des aspects pratiques du métier et protéger des connaissances techniques, évoluerait jusqu'à devenir une fraternité globale dédiée à construire de meilleurs hommes. Cependant, dans cette transformation réside la véritable cathédrale de la franc-maçonnerie. Non un édifice de pierre, mais une structure d'idées, valeurs et symboles qui s'est avérée beaucoup plus durable que même les plus solides constructions gothiques. La relation entre l'Église catholique et les constructeurs médiévaux est l'une des grandes ironies historiques. Les mêmes hommes qui construisirent les plus grandioses cathédrales, monuments à la gloire de Dieu et symboles du pouvoir ecclésiastique, seraient postérieurement condamnés par l'institution qui les employa autrefois. Cette évolution paradoxale a des racines complexes qui nous aident à comprendre tant la franc-maçonnerie que les tensions religieuses de l'Europe moderne. Durant des siècles, la relation entre l'Église et les constructeurs de cathédrales fut non seulement harmonieuse, mais symbiotique. L'Église était le principal employeur de ses artisans spécialisés, et les grandes cathédrales représentaient le plus grand investissement en infrastructures de l'époque médiévale. Les évêques et abbés travaillaient étroitement avec les maîtres constructeurs, apportant des fonds et une vision théologique, tandis que les artisans contribuaient avec leur expertise technique et artistique. L'idée d'un conflit inhérent entre l'Église et les constructeurs médiévaux est anachronique, explique le père Thomas Mendoza, historien ecclésiastique. Les cathédrales gothiques représentaient une collaboration entre foi et technique, théologie et géométrie, clercs et artisans. Qu'est-ce qui changea alors? La transformation commença avec l'évolution de la maçonnerie opérative vers la spéculative, coïncidant avec de profonds changements religieux et politiques en Europe. La première condamnation papale explicite arriva en 1738, quand le pape Clément XII émit la bulle In Eminenti, interdisant aux catholiques de rejoindre la franc-maçonnerie sous peine d'excommunication. Les raisons officielles incluaient des soupçons d'hérésie, de relativisme religieux et de serments secrets considérés comme incompatibles avec la loyauté à l'Église. Cependant, le contexte politique était également important. La franc-maçonnerie spéculative avait fleuri d'abord en Angleterre, un pays protestant et rival politique des États catholiques. Beaucoup de loges continentales avaient des connexions avec des idées éclairées qui questionnaient l'autorité traditionnelle, y compris l'ecclésiastique. La condamnation papale doit être comprise dans le contexte des tensions religieuses et politiques du XVIIIe siècle, signale la docteure Isabelle Torres, spécialiste en histoire européenne moderne. L'Église catholique, confrontée aux défis de la réforme protestante et des Lumières, voyait avec méfiance toute organisation qui promouvait des idées de tolérance religieuse ou qui maintenait des secrets hors du contrôle ecclésiastique. Si accusations spécifiques contre la franc-maçonnerie évoluèrent avec le temps. Initialement, la préoccupation principale était la nature secrète de ces rituels et serments. Postérieurement, spécialement après la Révolution française, l'Église lia la franc-maçonnerie avec des mouvements révolutionnaires et anticatholiques. Le pape Léon XIII, dans son encyclique Humanum Genus 1884, caractérisa la franc-maçonnerie comme partie d'un royaume de Satan, opposé au royaume de Dieu représenté par l'Église. À ce moment-là, dans certaines régions catholiques comme la France, l'Espagne et l'Italie, certains courants maçonniques avaient effectivement adopté des postures anti-catholiques, créant un cercle vicieux d'antagonisme mutuel. Ce conflit historique pose des questions fondamentales sur la relation entre les constructeurs médiévaux et la franc-maçonnerie moderne. Existe-t-il une continuité essentielle ou représente-t-il des phénomènes distincts? Les défenseurs de la continuité signalent les évidentes parallèles dans les symboles, structures et terminologies. Les critiques soulignent que la franc-maçonnerie, spéculative, avec son emphase sur la tolérance religieuse et sa composition socialement élitiste,
différait significativement des guildes médiévales intégrées par des artisans dédiés à construire des églises. Peut-être la conclusion la plus équilibrée soit-elle de reconnaître tant la continuité que la transformation. La franc-maçonnerie spéculative préserva et réinterpréta des éléments des constructeurs médiévaux, mais le fit dans un contexte historique radicalement différent. Le conflit avec l'Église catholique n'invalide pas cette connexion historique, mais reflète comment les mêmes traditions peuvent acquérir des significations très différentes quand le contexte social, politique et religieux change. Les constructeurs de cathédrales et les francs-maçons spéculatifs représentent deux expressions d'une tradition en évolution, s'adaptant aux circonstances changeantes de l'histoire européenne. Cette tension entre continuité et changement, entre les origines catholiques des constructeurs de cathédrales et le postérieur conflit avec l'Église, est l'un des aspects les plus fascinants de l'histoire maçonnique. Dans les brumes qui séparent l'histoire vérifiable de la légende, la franc-maçonnerie a inspiré quelques-unes des théories les plus extraordinaires et persistantes de la culture occidentale. Depuis les trésors templiers jusqu'aux conspirations mondiales, depuis les origines dans l'ancienne Égypte jusqu'aux connexions extraterrestres, peu d'organisations ont généré autant de spéculations. Ce phénomène nous invite à explorer non seulement la frontière entre réalité et mythe, mais aussi pourquoi certaines organisations attirent des narratives légendaires et comment ces histoires, bien qu'historiquement inexactes, peuvent révéler des vérités sur nos besoins psychologiques et culturels. L'un des épisodes les plus notoires dans cette histoire de mythe maçonnique fut l'élaborée falsification créée par Léo Taxil au XIXe siècle. Ce journaliste français, après avoir attaqué tant l'Église catholique que la franc-maçonnerie, annonça sa conversion au catholicisme en 1885 et commença à publier de supposées révélations sur des pratiques sataniques dans les loges maçonniques. Ces livres, pleins de descriptions sensationnalistes de rituels démoniaques et de conspirations lucifériennes, eurent un succès extraordinaire parmi les lecteurs catholiques, incluant de hauts dignitaires ecclésiastiques. La fraude de Taxil est fascinante parce qu'elle montre à quel point les gens étaient disposés à croire le pire sur la franc-maçonnerie, explique le sociologue Dr Ramon Pérez. Ces absurdes histoires sur des francs-maçons adorant Baphomet et communiquant avec des démons furent largement acceptées simplement parce qu'elles confirmaient des préjugés existants. La plaisanterie de Taxil termina abruptement en 1897 quand il convoqua une conférence de presse pour annoncer que tout avait été une farce élaborée destinée à exposer la crédulité tant des francs-maçons que des catholiques. Cependant, le mal était fait. Beaucoup de ces fabrications persistèrent dans l'imaginaire populaire et continuent d'influencer les théories conspirationnistes anti-maçonniques jusqu'à nos jours. Une autre narrative persistante lie la franc-maçonnerie aux chevaliers templiers, l'ordre militaire religieux supprimé en 1312. Selon cette théorie, après la persécution ordonnée par le roi Philippe IV de France, les Templiers survivants se seraient réfugiés en Écosse, où éventuellement ils se fusionneraient avec les guildes de constructeurs, transmettant leurs connaissances ésotériques et créant ainsi la franc-maçonnerie. Cette théorie apparut pour la première fois au XVIIIe siècle, quand la franc-maçonnerie spéculative était déjà établie. Signale l'historienne médiévale Dr Anna Sanchez. Elle manque d'évidence historique solide, mais résultait attrayante parce qu'elle connectait la nouvelle fraternité avec un ordre ancien et prestigieux, fournissant un lignage noble à ce qui était, essentiellement, une création moderne avec des racines dans des guildes artisanales. Les théories qui situent les origines maçonniques dans l'ancienne Égypte, particulièrement liées à la construction des pyramides, représentent un autre exemple de cette mythologisation. Bien que les propres documents maçonniques précoces, comme le poème Régius, établissaient déjà des connexions légendaires avec l'Égypte, l'archéologie moderne n'a pas trouvé d'évidence d'une organisation similaire à la franc-maçonnerie dans l'ancienne Égypte.
Cependant, ces narratives remplissaient une fonction importante. Elles élevaient le statut de la fraternité en l'alliant avec l'une des civilisations les plus admirées et mystérieuses de l'Antiquité. Pourquoi ces mythes persistants-ils, malgré l'évidence historique contradictoire? Les organisations avec un certain degré de secret, comme la franc-maçonnerie, fonctionnent comme des écrans de projection pour des anxiétés et fascinations culturelles, explique la psychologue culturelle Dr Maria Lugaro. Dans des périodes de changement social rapide, comme les Lumières ou notre ère numérique, il existe une tendance à chercher des explications simplifiées pour des processus complexes. Les sociétés secrètes fournissent un autre convenable auquel attribuer des développements déconcertants. D'autre part, pour les francs-maçons eux-mêmes, ces narratives mythiques offrent un sens de continuité avec le passé et d'appartenance à une tradition vénérée. La tension entre histoire et mythe est particulièrement pertinente pour comprendre la franc-maçonnerie médiévale. Exista-t-il réellement une organisation secrète de constructeurs de cathédrales qui évolua directement vers la franc-maçonnerie moderne? L'évidence historique suggère une réponse nuancée. Les guildes de constructeurs médiévaux existèrent indubitablement avec leurs connaissances spécialisées, structures organisatives et un certain degré de secret professionnel. La franc-maçonnerie spéculative moderne adopta clairement et adapta des symboles, terminologies et pratiques de ces guildes. Cependant, la transition ne fut pas aussi directe ni aussi mystique que certaines narratives le suggèrent. Ce fut un processus graduel, influencé par de multiples facteurs sociaux, intellectuels et politiques de la Renaissance et des Lumières. Peut-être la conclusion la plus sage soit-elle de reconnaître tant la continuité historique que l'élaboration mythique, comprenant que les deux dimensions ont contribué à la remarquable résilience et adaptabilité de la tradition maçonnique à travers les siècles. Les constructeurs de cathédrales gothiques transmirent plus que des techniques architecturales. Ils léguèrent un riche langage symbolique et une structure organisative qui permettrait, des siècles plus tard, la création d'une fraternité globale dédiée aux principes d'amélioration personnelle et d'harmonie sociale. Que cet héritage ait été embelli avec des narratives légendaires ne diminue pas son authenticité essentielle comme phénomène historique et culturel. Tandis que nous contemplons les flèches gothiques qui continuent de dominer les horizons, de villes comme Chartres, Cologne ou Canterbury, nous nous confrontons à la question fondamentale. Que reste-t-il aujourd'hui de l'héritage de ces constructeurs médiévaux? Leur influence s'étend bien au-delà des pierres qu'ils taillèrent. Leurs méthodes, symboles et valeurs ont laissé une empreinte permanente dans notre culture, philosophie et organisation sociale. Explorer cet héritage nous permet d'apprécier tant la continuité historique que les transformations créatives qui ont maintenu vivante la tradition des constructeurs à travers les siècles. L'héritage le plus visible et durable sont, bien sûr, les cathédrales elles-mêmes. Ces monuments extraordinaires n'ont pas seulement survécu aux guerres, révolutions et changements sociaux radicaux. Ils continuent de fonctionner comme espaces sacrés, attractions touristiques et symboles culturels. La cathédrale Notre-Dame de Paris, par exemple, même après l'incendie dévastateur de 2019, continue d'être un symbole d'identité française et un témoignage du génie de ses constructeurs originaux. Les cathédrales gothiques représentent l'une des plus grandes réalisations collectives de l'humanité, observe l'architecte Jorge Ramirez. Elles combinent ingénierie audacieuse, expression artistique sublime et profond symbolisme spirituel d'une manière qui continue d'inspirer l'émerveillement 8 siècles plus tard. Pour les architectes et ingénieurs modernes, les méthodes des constructeurs médiévaux continuent d'être objets d'étude et d'admiration. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils réalisèrent des prouesses structurelles sans nos outils mathématiques avancés ou matériaux modernes, commente l'ingénieur structurel Elena Vasquez. Étudier comment ils résolurent des problèmes complexes avec une technologie simple nous fournit des leçons précieuses sur le design durable et l'usage efficace des matériaux.
La restauration d'édifices médiévaux a révélé la sophistication de techniques qu'on considérait autrefois comme primitives, et certains de leurs principes de design organique et intégré ont influencé des mouvements architecturaux contemporains. Sur le plan organisationnel, le modèle des loges médiévales a laissé son empreinte dans de nombreuses institutions modernes. Le système Gilden d'apprentis, compagnons et maîtres influença le développement de l'éducation professionnelle et des syndicats. Les universités adoptèrent des aspects du modèle de transmission graduelle de connaissances et de reconnaissance et formelle de la maîtrise. Même des structures corporatives modernes montrent des similitudes avec l'organisation hiérarchique mais collaborative des loges médiévales. Les constructeurs développèrent l'un des premiers systèmes effectifs pour la gestion de projets complexes à long terme, signale le Dr Manuel Torres, spécialiste en histoire des organisations. Leur modèle de combiner autonomie locale avec des standards partagés permit l'innovation tout en maintenant la cohérence, un équilibre que beaucoup d'organisations actuelles continuent de chercher. L'impact le plus significatif et complexe se trouve dans la franc-maçonnerie spéculative moderne, présente dans presque tous les pays du monde, avec des millions de membres. Cette fraternité a préservé et réinterprété le symbolisme, la structure organisative et beaucoup des valeurs des constructeurs médiévaux. Elle a influencé le développement de concepts démocratiques, droits humains et tolérance religieuse, spécialement durant les Lumières. Des figures comme Voltaire, Mozart, Washington, Bolivar et beaucoup d'autres leaders politiques, artistiques et intellectuels trouvèrent dans la franc-maçonnerie un espace pour développer et promouvoir des idéaux progressistes. En même temps, la franc-maçonnerie a maintenu des éléments de tradition, rituels et hiérarchie qui la connectent avec ses racines médiévales.